je vais tenter de... c'est pas facile parce que je vais tenter donc un va-et-vient entre Benjamin Constant, la question de l'amour chez Constant, et ce livre de Camille Laurens qui s'appelle Ni toi ni moi, qui est paru il y a quelques années, je ne pourrais pas vous dire quand, mais qui parle en fait, ce livre parle d'une histoire amoureuse, d'une relation amoureuse entre l'auteur, Camille Laurens, et son partenaire. Évidemment, c'est romancé, c'est fictionné, etc. Enfin, c'est très très proche de ce qui lui est arrivé vraiment. Et où elle, dans son livre, c'est une histoire d'amour qui tourne court, qui tourne mal, qui fait beaucoup souffrir donc la narratrice. Et elle va entremêler sa relation amoureuse avec le personnage de Benjamin Constant, dans son livre, en faisant un aller-retour entre la froideur affective, entre cette froideur affective, entre guillemets soi-disant, de Benjamin Constant, et son amoureux, dans le livre. Voilà. Donc en parlant d'impossibilité d'aimer, etc., etc. Alors, je vais juste commencer par Charme de l'amour. Qui pourrait donc vous peindre, donc dans Adolphe, je vais beaucoup parler d'Adolphe, donc du roman qui est l'unique roman de Constant. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il en a écrit un autre, qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Cécile, où il parle dans Cécile de sa relation à sa femme, en fait. Comment il a rencontré sa femme, qui s'appelait Charlotte de Heidelberg, et avec qui il a vécu beaucoup d'années, et après l'histoire avec Germaine de Staël. Voilà, mais j'en reparlerai tout à l'heure de ça, parce qu'il y a quelques repères de la vie amoureuse de Constant qu'il faut avoir en tête pour entendre un petit peu ce que je vais essayer de raconter, de dire là. Alors, Charme de l'amour, qui pourrait vous peindre? Cette persuasion que nous avons trouvé l'être que la nature avait destiné pour nous, ce jour subit, répandu sur la vie, et qui nous semble en expliquer le mystère, cette valeur inconnue attachée aux moindres circonstances, ces heures rapides, dont tous les détails échappent au souvenir par leur douceur même, et qui ne laissent dans notre âme qu'une longue trace de bonheur, cette gaieté folâtre qui se mêle quelquefois sans cause à un attendrissement habituel, tant de plaisir dans la présence et dans l'absence tant d'espoir, ce détachement de tous les soins vulgaires, cette supériorité sur tout ce qui nous entoure, cette certitude que désormais le monde ne peut nous atteindre où nous vivons, cette intelligence mutuelle qui devine chaque pensée et qui répond à chaque émotion, charme de l'amour, qui vous éprouva ne saurait vous décrire. Ça, c'est la version de Benjamin Constant. Je passe maintenant à Camille Laurens. Vous allez voir, la différence est quand même assez radicale. Aimer une femme autrement qu'en rêve, en photo, en souvenir, en lettres d'or. L'aimer en vrai, en aimer une. L'aimer elle. Est-ce que c'est trop demandé? Aimer une femme, est-ce que c'est impossible? Ce qui empêche tout, c'est la peur. Pourquoi avons-nous tellement peur de l'amour? L'amour est censé nous construire, nous aider, nous élever, nous grandir et nous agrandir. Un enfant sans amour est un enfant perdu, on nous l'a assez dit. Alors pourquoi l'éprouvons-nous comme une telle menace? Pourquoi faut-il tant de courage ou d'imprudence pour aller dans l'amour? Si tu ne sais pas où tu vas, va où tu ne sais pas. Divine parole. Mais on n'y va plus. On ne fait plus le trajet que dans sa tête. Personne n'y va. Ou avec une telle angoisse au cœur qu'on se demande si le jeu en vaut la chandelle. Regardez-les, nos poètes, nos amoureux. Regardez-les dans leur vie. L'amour les empêche de respirer, les étouffe, les déçoit, les détrompe, les détruit. Avec le temps, ils s'en rendent compte et s'en protègent comme d'un ennemi. Ils l'évitent et s'en défendent par tous les moyens dont ils disposent. La tyrannie, la politique, la solitude, le travail, la religion, l'art ou le net, Internet. Ils pensent, ils rêvent, ils créent. Les artistes sont les pires. Ils existent par la haine qu'ils ont de l'amour. On ne peut pas leur en vouloir. L'amour les menace dans leur être même, leur force vive, alors ils tirent les premiers. C'est de la légitime défense. Les œuvres d'art sont des meurtres, vous pouvez en être sûr. On tue ce qu'on aime pour ne pas mourir soi-même. Bon alors, pour Camille Laurens, c'est assez évident dans ce passage-là en tout cas, le créateur crée parce qu'il
se défend de l'amour, voire qu'il est en haine de l'amour, et que c'est un meurtrier de l'amour. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même, elle-même est prise dans ce qu'elle écrit, je dirais même à son corps défendant, puisqu'elle écrit. Et écrivant, se défend de l'amour. D'ailleurs, elle s'en défend tout au long du roman, de son roman. Et elle dira d'ailleurs que c'est grâce à l'écriture et au roman qu'elle peut se protéger, se préserver du risque qu'est l'amour pour elle. Donc elle veut vraiment, elle tient tout du long à être dans une scénographie où il y a du rapport de force entre elle et son partenaire, et voire du meurtre en jeu. Imaginairement, c'est un meurtre, voilà. Et on ne s'en sort pas. C'est impossible. Donc c'est la relation de l'impossible, d'un amour impossible qui est décrit. Voilà. Alors pour Constant, en effet, on entend, pour ceux qui ont lu Adolphe, ceux ou celles qui ont lu Adolphe, c'est très intéressant parce que pour Adolphe, personnage, héros inspiré largement de la façon de vivre les histoires d'amour de Benjamin Constant, c'est sûr qu'on a aussi affaire à un amour impossible, à une version de l'amour du côté de l'impossible, et qui justement fait beaucoup souffrir. Alors je vais commencer donc, après vous avoir donné ces deux lectures, ces deux versions, deux descriptions de l'état amoureux, donc je vais commencer par vous livrer quelques impressions, celles que j'ai eues au sortir des lectures successives et sans pause de Adolphe, du Cahier rouge, qui est une sorte d'autobiographie de la vie de Benjamin Constant, et de Cécile, donc, qui est un roman que Benjamin Constant a écrit 3 ans après son mariage avec Charlotte de Heldenberg, et qui est une sorte donc de récit autobiographique de la relation de leur couple, de leur rencontre, avant que celle-ci ne devienne sa femme, c'est-à-dire les 14 années qui s'écoulent entre leur rencontre, donc entre la rencontre Benjamin-Charlotte et leur mariage, 14 années occupées par la torturante, passionnante et passionnelle relation que Constant, on le sait, a entretenue avec Germaine de Staël. En gros, il rencontre Charlotte de Heldenberg, il tombe amoureux d'elle, et puis il part en voyage, il oublie Charlotte, et il rencontre sur sa route la fatale Germaine de Staël. Et cette relation va durer 14 années. C'est-à-dire c'est une relation extrêmement violente, très très intense, très passionnée, très passionnelle, avec cette femme, qui était une femme célèbre par ses écrits, son indépendance, sa force de caractère, et que Constant décrit comme absolument tyrannique sur sa vie, sur elle, et dont il ne peut pas se déprendre pendant très très nombreuses années. Et finalement, il va recroiser Charlotte sur sa route, il va retomber fou amoureux d'elle, et c'est l'attitude, c'est assez intéressant parce que c'est l'attitude de Charlotte qui va aussi favoriser quand même le fait qu'il rompe avec Germaine de Staël. Alors il passera, non sans mal, puisqu'il va, c'est très touchant d'ailleurs, puisque à un moment donné, il devient absolument fou d'hésitation, il ne sait plus du tout quoi faire, entre rester avec Germaine, quitter Charlotte, il est complètement torturé entre ces deux femmes, vraiment dans l'entre-deux femmes. Il vient de se marier, et pourtant il a épousé Charlotte en secret. Voyez-vous où il en est rendu, parce que tellement il est peu libre vis-à-vis de Germaine de Staël, puisqu'il épouse sa femme en secret d'elle. Voilà. Et il lui tient ce mariage secret pendant quelques mois. D'ailleurs, quand elle l'apprend, évidemment, elle en est folle de rage, absolument déchaînée, et elle reprend Benjamin en lui ordonnant de se rendre en Allemagne, de la rejoindre en Allemagne, c'est vraiment un ordre, un décret. Et il n'y résiste pas. Il se rend donc en Allemagne, la retrouver, il laisse sa femme, il abandonne sa femme, sa jeune épouse. Voilà. Vous vous rendez compte, il rencontre 14 ans avec Germaine, donc Germaine de Staël, il retrouve Charlotte, qui entre-temps s'était mariée, etc. Il retombe tous deux amoureux follement, et il la laisse. De nouveau, il l'abandonne après l'avoir épousée. C'est quand même assez étonnant, ce parcours. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, heureusement, pour Charlotte, puisqu'il reste quelques mois avec Germaine, et là, il fait la rencontre, grâce à des membres de sa famille, ce qui était considéré par l'Église à l'époque comme une secte, qui était la rencontre avec le piétisme, autrement dit le quiétisme, donc avec les théories promues par Fénelon,
et puis aussi relayé par Jeanne Guyon, hein, c'est-à-dire l'abandon à ce qui vient, justement. Voilà. Et la fréquentation des piétistes l'aide énormément, parce qu'il se dit finalement, je ne sais pas du tout quoi décider, et j'attends, l'Einfall, que ça me tombe dessus, c'est-à-dire j'attends un signe. Voilà. Et ça va beaucoup l'aider à se détendre, si je puis dire, puisque ça va marcher. Ça va marcher, et tout d'un coup il va choisir, grâce à des signes qu'il a, voilà, il se dit si c'est comme ça, là, c'est elle qu'il faut que je choisisse, etc. Et du coup, il a, grâce à cette affaire de piétisme, de cette rencontre avec les piétistes, cette relative accalmie, parce que c'est quand même quelqu'un loin d'être de tout repos, Benjamin Constant, et qui entretient, j'en profite pour le mixer là, en effet, comment dire, une relation passionnelle aux femmes, mais littéralement passionnelle, dont il ne peut pas se passer, puisque bon, même après avoir épousé Charlotte, après avoir quitté Jeanne de Staël, il va tomber fou amoureux de Anna Lindsay, 3 ans après son mariage avec Charlotte, et ensuite, 2 ans après, de Juliette Récamier. Ça va durer 2 ans aussi. Voilà. Après, il y a, il coule des jours relativement désintéressés avec sa femme. Enfin, il écrit, il se lance, voilà. Il va s'en sortir par le biais de l'écriture du politique. Il se lance dans des œuvres politiques. Il s'engage, hein, il devient député. Voilà. Donc, il prend une autre place sur la scène sociale, ce qui va le mettre un peu ailleurs de toutes ces affaires amoureuses. Voilà. Hein. Relativement, enfin. C'est clair que chez Constant, il y a quelque chose dans la passion amoureuse qui le constitue, dont il a besoin, absolument besoin, pour respirer, pour vivre, pour se sentir exister. Pour lui, c'est évident que la vie ne suffit pas du tout, qu'il faut qu'il y ait de l'intensité, et c'est à travers la passion amoureuse qu'il la trouve, dans le sens tout à fait de l'exposé de ce matin avec Jean-Luc Poitvin, où j'avais repris sur la mélancolie, mais il y a quelque chose chez Benjamin Constant, hein, d'une mélancolie foncière, fondamentale, qui le pousse à chercher l'intensité dans la passion amoureuse. Voilà. Et quand il ne la trouve pas, il est dans un quasi-dégoût de lui-même, enfin dans un grand désintérêt pour la vie, y compris pour lui-même. Hein. C'est-à-dire que lui-même ne s'intéresse plus beaucoup à lui-même, il le dit d'ailleurs, qu'il n'a pas grande importance à ses propres yeux. Alors, Constant, comment dire, à lire, c'est très surprenant de lire Benjamin Constant, parce que c'est une écriture extrêmement actuelle. Enfin, il a un style, bon, c'est quand même quelqu'un du XVIIIe siècle, et il a un style extrêmement contemporain, c'est tout à fait étonnant. Une langue extrêmement concise, avec une lucidité extraordinaire. C'est quelqu'un qui se tâte le pouls, comment dirais-je ça, qui se tâte le pouls, c'est-à-dire qui va déplier absolument tous ses états d'âme, quasiment à la minute, et qui est dans une espèce de trac personnel de ce qu'il ressent. Je veux dire, c'est un espion à sa propre solde. Voilà. C'est absolument incroyable. Et qui en fait, enfin, c'est tout à fait extraordinaire, hein, c'est tout à fait extraordinaire, puisqu'il a une lucidité en ce qui le concerne, assez torturante. On se demande comment il fait pour supporter en effet les journées qu'il passe avec lui-même, parce que c'est un tête-à-tête parfois effroyable. Rien ne lui échappe. Rien de ce qu'il éprouve ne lui échappe, de ses retournements d'humeur, de ses retournements d'idées, de comment il passe d'un état à l'autre. Quand il écrit, c'est ciselé, c'est une langue magnifique, hein, faut dire, c'est absolument extraordinaire. Et il est dans quasiment une auto-analyse constante. Voilà. Alors, donc, après la lecture, voilà, donc mes impressions, c'est qu'elles sont dominées, vraiment dominées par l'alternance constante des états d'âme de Benjamin Constant entre l'élation amoureuse, donc l'état d'ouverture formidable, d'être porté par le sentiment amoureux, le décollement absolu donc, que lui procure cet état, et l'abattement tout aussi fort qui le prend quand il n'est plus amoureux, quand il se détache et tombe dans une sorte d'indifférence. L'amour donc agit sur lui comme l'aiguillon, comme un aiguillon qui le tire, sinon d'une mélancolie diffuse, d'une sorte d'apathie de l'âme qui le pousse parfois vers les tables de jeu, hein, parce que quand il est plus amoureux, il va jouer.
Comme si là, à la table de jeu, il retrouvait une tension adéquate et propice à le remettre dans la vie. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est l'impression évidente, et la lecture sans pause du corpus favorise le repérage d'une sorte de répétition. Donc c'est l'évidence de ce qui revient à la même place dans ses relations aux femmes, qui font de toutes ces rencontres amoureuses, qui forment à travers toutes ces rencontres amoureuses une même scénographie, régie par la même loi inconsciente, une loi connue dont on sourit en général, mais qui est celle de quand j'avance, tu recules. Mais alors, chez Constant, c'est radicalisé à l'extrême. La femme qui soudain le traite avec froideur, femme évidemment qui l'intéresse et autour de laquelle il tourne pour tenter de faire sa conquête. Donc la femme qui soudain le traite avec froideur et pour laquelle il avoue n'avoir aucun intérêt le temps d'avant, ça peut lui arriver aussi, dès qu'elle s'éloigne, tout d'un coup, ça provoque un mouvement contraire chez lui. Il la veut, il la cherche, il la harcèle presque, pour en obtenir l'aveu des sentiments qu'il faut qu'elle ait pour lui. C'est ça qui est tout à fait caractéristique chez Constant. C'est-à-dire que c'est pas, comment dire, le souci d'être aimé en retour passionnément par celle qu'il aime, parce qu'il dit très bien que une femme peut ne pas l'intéresser, et c'est bien parce qu'elle s'éloigne de lui ou qu'elle lui oppose de la froideur que ça le met complètement en chasse, si je puis dire, comme un chasseur, mais pas au nom de l'amour, mais pour qu'elle dise, pour en tirer l'aveu des sentiments qu'il faut qu'elle ait pour lui. Voilà, ce qu'il cherche à obtenir, c'est ça. Et enfin, la troisième chose qui m'a frappée, qui m'a sauté comme, dirait-on, en lunettes, et cette chose est corrélée à la seconde impression que je viens de vous dire, c'est la mort, l'idée de la mort qui rôde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait en filigrane dans l'écriture de Constant, voire même exprimé. L'envie de mourir. Alors, l'envie de mourir, elle est des deux côtés, des deux partenaires. Elle saisit l'héroïne dès que Constant, donc dès que Benjamin fait signe de se retirer, fait mine de se retirer, ou de s'éloigner, et le même désir pour lui-même qui le saisit, de mourir, mais pas n'importe quand celle qui n'a pas encore cédé tient bon, reste ferme sur son refus, ce qui lui arrive quelquefois. C'est-à-dire qu'il rencontre des femmes qui disent non. Voilà. Mais quand même, elles disent non un temps, et toutes elles ont cédé. Dans les trois corpus, il n'y en a pas une qui résiste. Intéressant. Alors c'est en effet au point où la femme à conquérir s'avère un peu trop difficile à attendrir que Constant porte l'estocade. Et c'est vraiment un terme qui m'est venu et que je maintiens parce que c'est une drôle d'estocade. C'est une sorte d'estocade inversée parce qu'il menace très romantiquement d'aller se tuer, lui. Et ça marche en général. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que c'est bien avec la mise dans le discours. C'est bien un effet de discours. Je vais me tuer. Parce qu'évidemment, il ne s'est jamais tué pour personne et aucune de ses partenaires ne s'est jamais tuée pour lui, ni n'est morte pour lui, sauf dans son roman. Dans Adolphe, en effet, Éléonore meurt d'amour. Mais dans sa vie, ça ne s'est jamais produit. Bon, mais c'est intéressant entre l'œuvre et la vie, puisque on a bien un enjeu de mort dans le fantasme, dans la vie de Constant, qu'il va mettre dans l'écriture comme étant une mort réalisée dans la fiction. Alors, je vous lis quand même dans le Cahier rouge, pour se mettre un petit peu dans la scène, comment dire, où Constant s'approche de l'objet convoité, si je puis dire. Voilà. Ensuite, voyant que la plupart des jeunes gens qui l'entouraient lui faisaient la cour, je me mis en tête de lui plaire. Madame Trevor, c'est une Anglaise qui cherche à séduire. Bon, on a la même chose dans Adolphe. Adolphe voit Éléonore se faire courtiser, ça le met aussitôt en action, il ne supporte pas. Donc ça le met sur la liste des prétendants. Alors, et tout d'un coup, Madame Trevor, qui résiste, en est réduite à lui offrir sa plus tendre amitié parce qu'elle ne sait plus quoi dire du tout. Et ça le rend fou. J'aurais dû ne pas m'arrêter à ce mot et voir jusqu'où cette amitié nous aurait conduit, dit Constant. Il est quand même conscient. Au lieu de cela, j'ai cru adroit de montrer le plus violent désespoir de ce qu'elle ne m'offrait que de l'amitié en échange de mon amour. Et me voilà à me rouler par terre et à me frapper la tête contre la muraille sur ce malheureux mot d'amitié. La pauvre femme, qui probablement avait eu affaire à des gens plus avisés,
ne savait comment se conduire dans cette scène, d'autant plus embarrassant pour elle que je ne faisais aucun mouvement qui l'a mis à même de la terminer d'une manière agréable pour tous deux. C'est formidable, la description. Je me tenais toujours à 10 pas, et quand elle s'approchait de moi pour me calmer ou me consoler, je m'éloignais, en lui répétant que puisqu'elle n'avait pour moi que de l'amitié, il ne me restait plus qu'à mourir. Il y va fort, il met le paquet. Alors, elle ne peut tirer de moi autre chose pendant 4 heures, et je m'en allais, la laissant, je crois, très ennuyée d'un amant qui disputait sur un synonyme. Formidable. Voilà. Alors, il lâche pas, hein. Je passais de la sorte 3 ou 4 mois, devenant chaque jour plus amoureux, parce que je me butais chaque jour contre une difficulté que j'avais créée moi-même. Vous voyez, il est tout à fait conscient, il est au fait absolument de son fonctionnement. Et ramené d'ailleurs chez Madame Trevor, au moins autant par mon goût pour le jeu que par mon ridicule amour. Madame Trevor se prêtait à la bizarrerie de ma marche avec une patience admirable. Elle répondait à toutes mes lettres, me recevait chez elle en tête-à-tête et me gardait jusqu'à 3 heures du matin. Mais elle n'y gagnait rien, et moi non plus. Alors, Madame Trevor dut me trouver un amant d'une singulière espèce. Mais comme les femmes aiment toujours tout ce qui prouve qu'elles sont propres à inspirer une grande passion, elle s'accommoda de mes manières, et il ne m'en reçut pas plus mal. Il est rusé quand même, hein. Il y a quelque chose, il sait parfaitement ce qu'il faut dire à une femme, hein, pour s'en faire aimer. Alors, soit qu'il va mourir pour elle, soit qu'il lui porte une passion absolue. Voilà. L'hiver étant venu, mon père me dit de me préparer à le suivre à Paris. Mon désespoir fut sans borne. Madame Trevor y parut très sensible. Je la pris souvent dans mes bras, j'arrosais ses mains de larmes, j'allais passer des nuits à pleurer sur un banc où je l'avais vue assise. Elle pleurait avec moi, et si j'avais voulu ne plus disputer sur les mots, j'aurais peut-être eu des succès plus complets. Mais tout se borna à un chaste baiser que je pris sur les lèvres, etc. Bon, la scène se répète. Madame Trevor n'est qu'un exemple. Hein. Si on relit Adolphe, il y a exactement la même scène, la même scénographie qui se répète. Donc, dans le discours de Benjamin, je dis bien dans le discours, hein, on entend que l'amour à obtenir est au prix de sa vie. J'ai bien dit dans son discours. La menace du suicide au nom de la femme glaciale, indifférente, et comme moyen de s'en faire aimer, donc cette menace du suicide comme moyen de s'en faire aimer, donc rien d'autre que sa vie offerte comme preuve d'amour à la dame pour en obtenir les faveurs, c'est-à-dire l'amour. Alors c'est très intéressant cette histoire de mort, hein, et de discours et de menaces dans le discours de Benjamin, c'est-à-dire la menace, hein, du suicide. C'est quand on pense que la propre mère de Benjamin Constant est morte, elle-même, des suites de son accouchement. Elle est morte 1 semaine après avoir mis au monde Benjamin. Alors, quand même, évidemment, quand on est psychanalyste, ça met sur une petite piste, c'est un peu irrésistible. On entend là, comme une mise imaginaire, c'est une hypothèse, hein, que je fais, enfin je suis quand même très tentée de la faire, donc on entend là comme la mise imaginaire, bien sûr, inconsciente du sujet. Hein. Sa mort, en échange de l'amour, 3 petits points, d'une femme inconsciemment de sa mère morte à cause de lui. Croit-il, hein, de sa mère morte à cause de lui. Alors, l'amour que cette mère n'a jamais pu lui donner, du coup, puisqu'elle est morte, bien sûr, hein, cet amour qui lui a manqué ne peut pas être demandé. C'est ça qui est intéressant, parce que du fait même que Constant se tient pour responsable, hein, de la mort de sa mère. Donc il y a une forme d'interdiction, du coup, pour ce sujet-là, de demander l'amour. Voilà. Cette demande serait comme interdite, car la cause de ce qui lui a manqué, c'est-à-dire l'amour, la cause de cet amour qui lui a manqué de sa mère, ce serait lui. Donc, comment voulez-vous qu'il demande, hein, l'amour, alors que lui-même est responsable, hein, de cet amour qu'il n'a pas eu, finalement. Hein. Comment oser demander pour soi, quand on se prend pour la cause de ce qui manque, et comment surtout oser haïr celle qui n'aime pas, puisqu'on se prend soi-même pour le meurtrier. Hein, interdit de demander l'amour et aussi interdit de haïr, puisqu'on est soi-même, soi-disant, celui qui a tué. Hein, alors, oui, alors, puisqu'il se prend, hein, lui-même pour la cause de la haine qu'il provoque, puisque inconsciemment, cette femme qui se détourne et qui devient glaciale, inconsciemment résonne avec sa mère, évidemment. Hein, bon. Si elle se détourne, c'est que je suis fautif, bien sûr qu'il y a faute. Alors, donc, comment fait-on? Comment fait ce sujet-là? Eh bien, peut-être que
ça ne fait pas disparaître la haine en question, bien sûr, ni non plus la nôtre d'amour. Voilà, ces attitudes. Ces deux sentiments, bien sûr refoulés, vont guider les scénarios des rencontres amoureuses de Benjamin Constant. Et on pourrait donc avancer l'hypothèse que la mise de mort dans son discours fonctionnerait, c'est vraiment l'hypothèse que je propose, comme un appât, une sorte d'appât, hein, un appât majeur, vraiment pour ferrer le poisson, hein, comme un gros appât. Une sorte de séduction ultime, celle de placer la femme en position de Messaline, hein, c'est-à-dire d'impératrice amoureuse, exactement comme Germaine de Staël d'ailleurs, hein, fais de moi ce que tu veux, hein, c'est-à-dire de celle qui tue, qui peut le tuer. Vous voyez le renversement intéressant, hein, ça n'est plus lui, le meurtrier, c'est la femme, c'est elle qui tue et non plus lui. Donc inversion de la réalité imaginaire du sujet. C'est une fiction, bien sûr, mais c'est une fiction. C'est un renversement inconscient. Et alors, cette meurtrière, pour ne plus avoir à l'être, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle l'aime, forcément. C'est là où elle n'est plus meurtrière. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. C'est-à-dire, je vais mourir pour toi, je m'offre à ton cou meurtrier, ô maîtresse. C'est-à-dire, je ne suis plus celui qui porte le coup, mais c'est toi qui me le portes, c'est toi qui veux me faire mourir, d'accord? Et si tu veux me sauver, il faut que tu m'aimes. Voilà. C'est à ce prix, vous voyez, c'est vraiment de cette manière-là, avec ce montage inconscient-là, que tout d'un coup, l'amour peut être donné. Voilà. En s'offrant, lui, comme l'objet que la dame peut mettre à mort. Voilà. Donc c'est un appât, ce suicide, qui aurait donc à la fois la fonction de lui assurer une conquête. Cet homme est donc capable de mourir pour moi, ultime preuve d'amour, preuve absolue d'amour, mise maximum, comme sur un tapis de jeu, hein, censé retourner l'autre féminin en sa faveur, un autre qui lui rendrait cet amour, amour enfin, qu'il serait enfin autorisé à obtenir, puisqu'il s'obtient dans le même registre et avec la même monnaie que celui qui lui a été refusé, c'est-à-dire dans le registre de la mort. Voilà. Autrement dit, cet amour-là serait autorisé car il serait payé par le sujet au prix de sa faute qui serait d'avoir fait mourir sa mère. Mais oui, c'est un discours, hein, évidemment, c'est pas une réalité. Mais il manque une nuance, quand même, qu'on peut dire à présent. Il y a une nuance, en effet, qu'il faut préciser. C'est pas seulement d'un amour enfin donné qu'il s'agit. Vous entendez bien, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est pas le don qui l'intéresse, hein, mais c'est qu'il faut qu'elle en fasse l'aveu. Que vraiment, c'est archi. Il y a quelque chose de forcé dans cette histoire. C'est pas un don d'amour qu'il attend de la dame, hein, de la femme qu'il veut conquérir. C'est une nuance qui importe, car il y a un acharnement tout à fait perceptible dans l'attitude de Benjamin qui fait sa cour. Hein. Bon, je viens de vous lire des passages, vous voyez bien qu'il y a un acharnement, il y a quelque chose de très conscient même. Il y a presque une mise en scène, hein, parce qu'il est dans la scène, on entend bien qu'il est dans la scène, et en même temps, hein, rien ne lui échappe. Hein. D'ailleurs, il y a presque une ironie dans la description, c'est-à-dire on pleure, je versais des larmes, etc. Vraiment, il y a presque une pantomime. Hein, on dirait qu'il est en train de jouer un personnage. Mais il est à fond, hein, il est à fond, comme on dit. Donc, mais il y a quelque chose de très acharné dans cette affaire. Il demande, il ne supporte pas d'être refusé, comme si, de l'être, il se retrouvait face à l'illégitimité de sa demande. Et oui, parce que si une femme le refuse, tout d'un coup, ça le remet devant, il est interdit que j'obtienne cet amour. Je suis interdit d'amour. Et du coup, face aux raisons imaginaires d'un rejet, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, il est reconfronté à quelque chose, c'est-à-dire de son crime. Hein. Dès qu'une femme se refuse à lui, hein, qu'est-ce qui lui revient par retour comme ça, une sorte de retour du refoulé, c'est elle se détourne car je suis coupable. Et coupable de quoi? Eh bien, d'avoir fait mourir. Hein. D'un crime qui se profile donc pour lui tel un fantôme insupportable qui demande réparation. Ah oui, hein, parce qu'inconsciemment, bien évidemment, il doit quelque chose. Hein, voilà. Mais il le refuse. C'est une réparation qu'il refuse et qu'il ne peut en effet admettre comme telle. L'amour est donc dû par la dame, par la femme désirée, et quand elle le donne, cet amour a sans doute aussi la valeur inconsciente d'un pardon. C'est pour ça qu'il faut l'arracher. C'est pour ça qu'il faut l'avoir, qu'il faut l'obtenir. Parce que c'est à travers ce don, enfin cet arrachement, qui n'est pas un don encore une fois, mais qui est une dette, c'est comme si finalement l'autre, la femme, lui devait cet amour, lui devait le pardon. Alors, qui
si Benjamin ne l'obtient pas, le plonge dans un désespoir tout à fait réel. Hein. C'est là où c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas lire les réactions de Benjamin dans le vécu de la relation amoureuse, on ne peut pas lire ces réactions, même capricieuses, voire hystériques, comme de réactions qui seraient de l'ordre du simple caprice. Hein, pas du tout. Il y a un enjeu pour lui, il y a un enjeu fort derrière tout ça. Hein. Alors, il est vrai que dans la plupart des scènes où Constant courtise, son assiduité, son intensité, son entêtement, sa façon d'argumenter, en fond, alors, il est à la fois risible, comique, incroyable, parce qu'il va jusqu'au bout. On se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il va s'arrêter, voilà. Mais il y a aussi une tonalité de plaidoirie. Parce qu'il argumente beaucoup, là, je n'ai pas le temps de vous lire les scènes, mais il fait son plaidoyer, vraiment. Hein. Comme si il était seul, démuni, tel un enfant à défendre, hein, seul à défendre sa cause. Alors, il lui faut la preuve du pardon, que l'amour conquis permet, et cela noue, du même coup, la mère à la femme, évidemment. Hein. Ça fait un nœud entre la mère et la femme. Et cette phrase donc, que j'ai envie de vous lire maintenant, qui est quand même terrible, « Personne n'a été plus aimé que moi », ça a marché tout le temps, hein, plus loué, plus caressé que moi, et jamais homme ne fut moins heureux. Vous voyez, parce que finalement, bien sûr qu'il a eu, femme après femme, hein, cet amour comme ça, par bouffée, hein, par bouffée intense, on va dire, mais ça ne lui a jamais rendu, évidemment, ce dont il a manqué pour toujours, c'est-à-dire l'amour de sa mère. Hein, l'amour de sa mère, dans le réel. Hein, cet amour-là, réel, dans le réel d'une mère, pour son enfant, lui a à jamais manqué, et lui manquera pour jamais. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est que malgré toutes ces bouffées, toute cette intensité, toute cette passion, toute cette succession de coups de foudre, si on peut dire, rien ne lui rend l'amour qui jamais, en effet, ne lui aura été donné. Hein, voilà. Rien ne lui rendra jamais l'amour qui ne lui a jamais été donné. Alors, est-ce cette désaffection fondamentale, cette privation d'amour maternel qui lui fait dire qu'il ne s'intéresse que très peu à lui-même et qu'il est dans une sorte d'indifférence vis-à-vis de lui-même, hein. Moi je pense qu'on peut dire en effet que quelque chose comme ça est en jeu, hein, dans l'amour entre la mère et l'enfant, que d'ailleurs que ce soit un garçon ou une fille, hein, mais que ne pas exister pour cause de mort quand même, hein, avoir été privé de l'amour de la mère, il y a quelque chose qui ne se construit pas de la même manière pour ce sujet-là, hein, parce qu'il ne peut asseoir, je dirais, un narcissisme nécessaire à se construire, hein, pour tout le monde, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, si vous voulez, s'assurer, je dirais, de son être, hein, voire même d'un intérêt pour son propre être. D'accord ? Il a beaucoup de mal avec ça. Hein. Et du coup, vis-à-vis de lui-même, il a une certaine forme d'indifférence, et je pense que cette façon de se tâter le pouls, comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal cette histoire, hein. Alors quoi, il serait indifférent vis-à-vis de lui-même ou il n'arrêterait pas de s'auto-analyser? Moi je crois que l'auto-analyse de Constant, c'est-à-dire cette introspection permanente, hein, mentale, de ce qu'il ressent, hein, est à la place justement, hein, d'un narcissisme construit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la place de pouvoir, je dirais, s'aimer, je veux dire s'installer et être sûr de lui, enfin d'avoir une espèce de confiance, il ne l'a absolument pas. Et à la place, il va, si vous voulez, mettre son électrode extralucide qui va tâter tous ses mouvements, hein, et qui va traduire, il ne va avoir de cesse de traduire en permanence, finalement, ce qu'il ressent. Voilà, hein, ce qu'il ressent, pour être bien sûr qu'il ressent quelque chose à la limite. D'accord, hein. C'est une espèce d'exhaustion de sa sensibilité, comme ça, couchée sur le papier ou mentalisée en permanence. D'où l'expression qu'on a souvent employée à son égard de froideur affective. C'est-à-dire qu'à la place, c'est une espèce d'excroissance monstrueuse d'une lucidité, hein, d'une mentalisation qui vient à la place, en effet, d'une capacité à pouvoir d'abord s'aimer lui-même, hein, parce que c'est quand même ça avant tout qui lui manque. Hein. Voilà. Mais loin, enfin, si vous voulez, et qu'à la place d'un amour, je veux dire, qui puisse supporter finalement le manque, parce que on en parle du manque, hein, dans l'amour. C'est-à-dire que pouvoir aimer, c'est aussi pouvoir supporter qu'il y ait du manque, hein, pour sortir de cette symbiose et supporter l'autre, pas supporter de l'autre. Hein, voilà.
donc une altérité. Et donc il y a bien un manque en jeu dans la question de l'amour, hein, que Benjamin Constant ne supporte absolument pas. Que, voilà, il ne faut pas que ça manque. Enfin, il faut que ce soit plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme une baudruche gonflée en permanence. C'est pour ça que la passion vient remplir cette fonction, d'accord, où rien ne manque. Alors, cette privation d'amour, c'est d'ailleurs la mère morte, hein, il va l'infliger à son tour. Et oui, il va chaque fois, et après chaque conquête, cesser d'aimer, je dirais quasiment aussi radicalement qu'il a mis d'efforts à pouvoir conquérir. C'est aussi puissant. C'est-à-dire que dès que c'est fait, ça dure un petit peu, et dès que l'autre est assuré, hein, il va se retirer petit à petit, mais radicalement. Voilà. Et finalement, priver l'autre de lui, hein, exactement comme lui-même a été privé de l'amour. D'accord ? Il va infliger à sa partenaire, eh bien, il va lui infliger la chose que lui-même, finalement, enfin, il va lui infliger ce que lui-même n'a pas eu. Hein, voilà. Alors, donc, c'est vraiment intéressant parce que il y a. Alors là, je passe à Camille Laurens assez spontanément, puisque il y a quelque chose là. Camille Laurens nous dit Benjamin Constant est un assassin sans crime. C'est pas mal vu. C'est pas mal vu parce qu'il se prend lui-même inconsciemment pour un assassin, mais le crime, il est où? Parce que franchement, hein? Je dis qu'il n'y a pas de cadavre. Eh oui, hein, bah, il y en a un, mais comment dire, c'est le criminel surtout qu'il faut chercher. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'impute cette chose, mais bon, voilà. Alors, il y avait un. Oui, je t'en prie. Il y avait un psychanalyste qui avait écrit un livre il y a une dizaine d'années qui disait l'amour est un crime parfait. Oui, c'est ça. Oui, qui d'ailleurs a écrit ça? Oui, ça me dit quelque chose. Alors évidemment, dans la question de l'amour est un crime parfait, ou de se prendre pour un criminel, je veux dire, dans le livre de Laurens, on a ça à toutes les pages, hein, quasiment. C'est-à-dire que pour elle, son amoureux est un meurtrier. Vraiment. Hein. Et ça, d'ailleurs, ça va aller jusqu'au point où, à la fin, elle a une hémorragie. Elle a une hémorragie de sang, inexpliquée. Elle perd son sang, elle se vide littéralement. Elle décrit ça d'ailleurs assez crûment. Après s'être vidée de sa merde, bon, elle commence par se liquéfier, voilà. Elle raconte une scène assez dure à lire où elle est visitée par son ex. Elle a laissé la porte des toilettes ouverte, il rentre et il y a une odeur extrémentielle absolument incroyable qui est horrible. Parce que, une fois laissée par lui, eh bien, elle n'est plus qu'une merde. Hein, c'est-à-dire qu'elle se prend elle-même comme déchet, elle tombe, si vous voulez, hein, elle se fait elle-même le déchet. Et je veux dire qu'elle n'hésite pas d'ailleurs à s'identifier, elle est assez du côté de l'identification des déchets. Elle passe sans arrêt de la déesse au déchet, déesse, déchet, on-off, c'est vraiment l'alternance dans le livre, c'est-à-dire on-off, c'est lumière éteinte, lumière ouverte, éclat, ombre, éclat, ombre, éclat, ombre. Et dès que le regard de l'autre se remet sur elle, elle se remet à exister. Voilà. Et elle ne supporte absolument pas, dans la relation, que l'amoureux détourne son regard. Après, elle va, parce qu'elle est passée par la psychanalyse, hein, Camille Laurens, elle a fait une tranche assez longue, et elle remonte tout à fait dans le livre, elle remonte à une première désaffection, justement, où la mère se détourne, sa mère se détourne d'elle, car sa mère a perdu un enfant, a perdu donc la petite sœur de Camille Laurens, et tout d'un coup, cette mère qui était si aimante, si présente, si tendre, si attentionnée, va se détourner radicalement, hein, et sans explication. Vraiment, c'est, voilà, tout d'un coup. Parce que Laurens met du temps à apprendre que sa sœur est morte. Et c'est pas dit tout de suite. Et donc, il y a un trou qui la plonge complètement dans un désespoir très fort, très violent. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous voyez, la mère qui se détourne, donc pour Constance c'est plus radical puisque c'est la mère qui meurt, hein, inscrit là, comment dire, chez le sujet quelque chose d'une mélancolie primordiale qui nécessite, chez ces deux auteurs, absolument, mais de façon différente, mais structurellement on peut dire qu'il y a quelque chose à l'œuvre qui est du même ordre, qui nécessite le tout.
hein, une passion, c'est-à-dire qui ne souffre pas la décomplétude. Hein. C'est du tout ou rien. C'est vraiment ça qui est en jeu. Camille Laurens va, comment dirais-je, alors, de la même façon que Adolphe, enfin pardon, que Benjamin Constant se tacle le pouls en permanence pour guetter tous ces changements d'humeur, etc., se demander comment ça se fait qu'il passe d'un état à un autre aussi rapidement, et de l'amour le plus fou à un désintérêt le plus radical. Elle, Camille Laurens, est littéralement obsédée par la baisse d'intensité. Alors elle s'identifie à Éléonore, hein. Elle le dit dans son livre d'ailleurs, elle devient Éléonore, donc l'héroïne de Adolphe, hein, elle se met dans la peau d'Éléonore, et bien évidemment elle met son partenaire dans la peau de Adolphe. Voilà. Et elle s'identifie à l'héroïne Éléonore, qui petit à petit va être quittée par donc, Adolphe. Elle est littéralement obsédée donc, par la baisse d'intensité. Elle surveille le compteur, elle a l'œil sur le compteur. Alors, je veux dire par là que tout ce qui fait signe pour elle d'une baisse d'intensité, pas par rapport à n'importe quoi, par rapport au début de la relation, la bouleverse littéralement. Alors, au début de la relation, vous voyez qu'il y a un tout qui s'installe, c'est-à-dire qu'il y a une intensité amoureuse, une bouffée formidable, quelque chose qui la soulève, voilà, le monde s'agrandit, quelque chose se met à être plus grand que tout et formidable. Et puis, au fur et à mesure, elle va guetter tout ce qui va trahir chez l'autre le signe, la marque d'un désintérêt, d'un éloignement. Hein. Alors, comme si, du coup, en étant braquée sur tout ce qui fait signe de l'éloignement, elle tenait la preuve. Elle fonde là-dessus la preuve de l'impossibilité d'aimer entre les êtres. Hein. La preuve d'un odieux mensonge quant à l'amour. Voilà. La preuve, je dirais la preuve. Vous voyez, il s'éloigne, j'en ai la preuve, voilà. Alors, au fond, à chaque baisse d'intensité, mais ça veut dire à chaque fois que quoi? À chaque fois qu'un sujet fait l'épreuve, et ça c'est pour tout le monde, hein, fait l'épreuve du décalage qui existe forcément, mais qui est en général voilé au début d'une rencontre amoureuse, donc qui existe forcément ce décalage entre sa demande de faire un avec l'autre, hein, ça c'est une demande, hein, sa demande fondamentale de fusion avec l'autre, et la non-réponse de l'autre à cette demande, fatalement, au bout d'un moment. Hein. Pas tout de suite, mais au bout d'un moment, l'écart commence à se manifester. Hein. Dans une relation qui commence à s'installer, on a quelque chose de cet ordre. Donc un silence, un retard de texto, par exemple. Bon. Je dis texto parce qu'il y a des questions dans le livre, c'est les formes modernes, c'est les signes modernes de la désaffection. J'attends ce texto, il n'a pas de texto. Hein. Voilà. Et parce que dans le texto, on pourrait croire qu'on a l'immédiateté. Hein. C'est-à-dire que ça répond, hein. Ça devrait être censé répondre tout de suite. Hein, voilà. Or, ça ne répond pas forcément tout de suite. Hein. En tout cas, ça met plus de temps qu'un billet doux pour parvenir d'un quartier de Paris à l'autre. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Mais à l'époque, c'était les billets hein, qu'on s'envoyait régulièrement, voire 3 ou 4 lettres par jour, ils recevaient quand même. Hein. Bon. Alors, eh bien, ce sujet-là, donc au moment du décalage, forcément, qui arrive peu ou prou dans toute relation, ou bien ça rompt, on ne laisse pas le temps que ça s'installe, on préfère rompre radicalement, surtout ne pas faire l'épreuve de ce moment-là. Eh bien, ce sujet donc fait l'épreuve de quoi? D'une asymétrie, évidemment, hein, qui était voilée encore une fois au début. Une asymétrie insupportable pour lui, donc au regard de sa demande. C'est-à-dire que l'asymétrie fait signe d'un ailleurs, d'une indifférence, enfin d'une différence, forcément, c'est-à-dire que l'indifférence, c'est bien le signe d'une différence, hein, mais c'est pris pour l'indifférence, c'est-à-dire d'un autre désir, eh oui, que celui du sujet, désir autre, qui peut être très angoissant, parce que tout d'un coup, on ne fait plus un, on a affaire à de l'altérité, il y a de l'autre, et oui, du coup, hein, et du coup, il y a de l'étranger, à soi, hein, il y a de l'étranger à soi, forcément, et que cet étranger à soi-même, tout d'un coup, confronte, en effet, à une énigme, hein, donc à une forme de trou, ça fait trou. Ça fait trou complètement. Ça fait trou là où la fiction amoureuse venait le recouvrir au départ. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un voile que permet la fiction amoureuse et qui voile ce trou justement, qui voile ce moment où on est seul et où il n'y a pas forcément de rapport. Hein. Et où les deux désirs, si vous voulez, ne se recouvrent pas forcément. Il y a des moments bien sûr, mais c'est pas constant justement. Alors Camille Laurens, en effet, ne supporte pas ça du tout. Pour elle, l'amour est un absolu, et l'on pourrait parler à son propos
d'un refus radical de ce que moi je nomme langue étrangère, c'est-à-dire cette altérité, de cette langue étrangère, justement. Elle le refuse. Alors elle dira d'ailleurs, ce drame qu'est l'autre, cette folie qui est la nôtre, ce décalage atroce, comme en une langue étrangère, de la demande et de la réponse. De la demande qu'on a et de la réponse qu'on obtient. Elle ne supporte pas l'entame que supporte l'amour forcément. Car pour elle, être décomplété, c'est mourir. Mourir évidemment. Mourir avant l'impression d'être réduit à un déchet, de n'être plus en vie, de ne plus exister. De perdre son être, comme disait Hélène Godefroy. C'est-à-dire que, je ne sais plus qui en parlait ce matin, mais que l'amour est une façon pour une femme de retrouver une substance, de retrouver une consistance. Alors, à propos de Benjamin Constant, il écrit « Il montre ce qu'il voit, ce qui, venant d'un homme, peut tuer une femme, même lorsqu'elle n'en meurt pas. » Alors, pour Constant, donc, être entamé, c'est mourir dans le discours, et ne pas tout donner à l'autre, à une femme, ne pas tout donner à une femme, c'est la tuer. C'est ça qui est intéressant aussi, ça marche dans les deux sens, c'est la tuer. Pour Camille Laurens, l'amour qui se retire l'avoue au déchet, à n'être plus rien, à ne plus rien valoir, et contre ce sentiment mélancolique, c'est vrai que c'est assez dur à vivre, elle oppose une fiction, ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire que mieux vaut penser qu'elle est tuée, que l'autre veut sa peau, veut sa mort, que d'être un déchet. D'accord? C'est ce qui lui reste, comme, si vous voulez, comment dire, comme dernier rempart avant le gouffre. De penser que l'autre veut sa peau, lui en veut personnellement, c'est-à-dire que ça s'adresse encore à elle, que l'autre lui en veut à elle encore, la vise, si vous voulez, d'accord? Pour ne pas avoir à penser que l'autre est radicalement ailleurs. Vous voyez, il faut encore que ça me vise, si vous voulez, il faut encore que ça vise le sujet, pour qu'il se sente encore quelque chose pour l'autre, c'est-à-dire une victime, en quelque sorte. Voilà. Mais au moins, ça n'est pas rien, elle n'est pas rien, elle est victime. Donc ça c'est une fiction qui voile ultimement le ravage, c'est-à-dire le fait d'être un déchet. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça va assez loin chez Camille Laurens, parce que il a... Alors, je cherche là, est-ce que je peux le dire, parce que, pour terminer, parce que comment dire, l'homme qu'elle a rencontré ne la lâche pas, enfin, c'est-à-dire qu'il revient, il la rappelle, il voudrait bien renouer, il lui propose son amitié, exactement comme Madame Trévor l'a proposé à Benjamin Constant, et elle n'en veut pas, elle est très outrée, c'est-à-dire que pour elle, il est hors de question qu'on bascule de la passion à l'amitié, alors qu'en fait, le pauvre partenaire, lui, cherche à ne pas la perdre, en quelque sorte, et à lui proposer ce qu'il peut pour la revoir. Bon. Et en fait, à chaque fois qu'il la voit, malheureusement, j'ai plus la parole, mais bon, elle guette, voilà, elle est déjà dans le passé et compare la revoyure à tout ce qu'il y avait avant. Voilà, il ne me regarde plus, avant il faisait ceci, voilà, le parfum, avant il aurait mis mon parfum sur lui et maintenant il ne le met plus, etc. Bon, et donc tout est passé au crible, vraiment au peigne fin. Et ce qui est tout à fait frappant dans le texte, c'est qu'on lui... on a envie de lui dire, mais calme-toi, il est là. Il est là. Il est là. Eh bien non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle veut, elle, c'est l'impossible. Et c'est tout à fait intéressant, parce qu'elle est de ce côté-là. Elle tient vraiment à, je dirais, à son histoire à elle. C'est-à-dire, en fait, elle tient finalement à ce détournement maternel. Elle ne peut pas s'empêcher de le répéter, si vous voulez, et de mettre l'autre à la place de celui qui se détourne, fondamentalement. Voilà. Elle ne veut rien d'autre. Et cette version de l'amour, alors après, elle va comparer, comment dire, elle va comparer les écrivains, Benjamin Constant, comme une sorte de passage de témoin, parce qu'elle dit que Constant, qui dit qu'il souffre, parce que Constant dit qu'il souffre de ne plus aimer. Il y a une très belle phrase dans Adolphe qui dit « c'est une grande chose », je ne sais plus la phrase, mais c'est une grande chose, c'est triste de ne plus aimer, de ne plus être aimé. Quand on aime soi-même, c'est encore plus terrible d'être l'objet d'une passion de la part d'une femme qu'on n'aime plus. Il dit ça.
Donc il souffre bien sûr de ne pas pouvoir donner plus, de ne pas pouvoir ressentir plus, etc. Et il souffre de devoir se retirer de la scène amoureuse à chaque fois. Il souffre de ne pas pouvoir aimer. Hein, il souffre terriblement. Et cet aveu de Benjamin Constant est le pont, enfin j'allais dire ça aide, c'est une sorte de marche-pied sur lequel s'appuie Camille Laurens pour dire que grâce à cette phrase, elle peut vivre. Elle. Enfin, intéressant parce que c'est grâce à cette phrase, à cet aveu de Constant, qu'elle peut vivre elle. C'est-à-dire que l'autre peut souffrir aussi. Hein. Il n'y a pas qu'elle, en gros. Voilà. C'est assez beau d'ailleurs parce que elle le voit dans un miroir, comme tout d'un coup l'écrivain qui lui passe le relais grâce à l'aveu de cette souffrance, et que seule l'écriture, hein, pour elle, seule l'écriture fait solution à cette brèche insupportable, c'est-à-dire à cette non-relation insupportable. Voilà. Merci. Parce que j'ai pas eu le temps de dire qu'il y a plusieurs protagonistes dans le livre. Il y a deux réalisateurs. Il y a Arnaud, donc l'amoureux dans le livre. Dans la vie réelle, son amant réel était réalisateur aussi. Ça c'est la petite histoire. Mais il y a Arnaud et il y a un autre réalisateur avec qui elle correspond par mail. Et ça, c'est pas son amoureux. C'en est un autre. Et c'est lui. Voilà. Et c'est avec lui qu'elle va tramer le projet, qui ne verra pas le jour, mais qui va tenir le fait qu'elle puisse écrire, en fait, qui va tramer le projet d'un film sur Constant, hein, sur le rapport à l'amour de Constant, en effet, où ça ira jusqu'au casting. Hein. Elle va être invitée par son interlocuteur par mail à aller au casting, etc. etc. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est à lui qu'elle fait passer l'histoire d'Arnaud. Elle lui passe l'histoire, en fait. Et c'est grâce, finalement, au fait de pouvoir dire à cette personne, grâce à ses mails, de pouvoir s'adresser, finalement, hein, qu'elle s'en sort. Hein. C'est-à-dire qu'elle a un tiers auquel s'adresser et elle fait quelque chose de cette histoire d'amour. Voilà. Je dirais, pour la mettre à mort, hein, c'est grâce, si vous voulez, à ce projet de film, etc., qu'elle se sort de cet amour, mais en écrivant et en disant que l'écriture est une façon de mettre à mort cet amour. Oui. Oui, mais c'est là que c'est un roman. Voilà. Absolument. C'est là que c'est un roman. C'est là qu'il y a une construction. Exactement. C'est là qu'il y a une élaboration. Exactement. C'est là qu'il y a un après. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Et c'est sa matière. Voilà, j'ai envie de dire que c'est sa matière. Hein. À elle. Voilà. Et je dirais que c'est son point de souffrance, hein, qui l'a fait écrire. Voilà. On est là au cœur. Et il y a un troisième protagoniste. Comment dire, elle est loin d'être la pauvre esselée qu'elle dit qu'elle est, hein, puisqu'il y a le mail avec le réalisateur, et elle a un psychanalyste dans le coup, dont elle est la maîtresse, hein, aussi dans le livre, et aussi à qui elle parle de cette histoire et qui lui met des mots, hein, sur le fait qu'il lui fait entendre, enfin il tente de lui faire entendre, ce psychanalyste, c'est très intéressant, qu'elle refuse le semblant. Elle est trop affectée, elle refuse de se faire l'objet, elle refuse, d'être un peu moins toute dans ce rapport à son partenaire. Voilà. Et chose qu'elle n'entend pas absolument pas. Elle dit mais comment vous faites pour aimer? C'est pas possible, moi je refuse cet amour-là. C'est un amour qui trompe. C'est un mensonge. En fait, pour elle, le semblant, c'est du mensonge. Voilà. Elle ne le supporte pas. Voilà. Elle ne le veut pas. Elle dit. Mais bon, c'est intéressant parce qu'il y a ces trois hommes qui quand même sont présents dans le roman, hein, et avec qui elle alterne les relations et avec qui elle tisse quelque chose. Oh, il y a des moments très forts, mais on voit bien, c'est très intéressant. Moi, j'y reviens souvent à ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une matière assez intéressante sur la question du féminin, de la névrose, de l'imaginaire, du tout, du pas tout. Enfin bon, c'est vraiment une matière très riche. Et je trouve que le parallèle avec Constant est passionnant aussi dans la question, dans l'échange des rôles, parce qu'il y a vraiment une bascule à un moment donné. Qu'est-ce qui a été le point de départ du choix de travailler sur ces deux livres? Comment c'est venu Alors, comment c'est venu ça vient par rapport... Moi, je travaille sur le féminin. Hein.
sur la question du féminin, sur la question de la relation du féminin et de l'amour. Hein. Donc ce livre, le Camille Laurens, je m'en sers depuis quelques années déjà. J'y reviens régulièrement pour parler de cette relation-là, pour parler du désir au féminin et pour parler de la féminité. Voilà. Donc j'ai fait un séminaire pendant 2 ans sur ça, sur la question du féminin. Et je me suis beaucoup appuyée sur Laurens. Et c'est tard que j'en viens à Constant dans son livre. J'en parlais pas du tout avant. C'est-à-dire de m'intéresser du coup à ce qu'elle dit sur Benjamin Constant et d'aller y voir sur l'auteur qu'était Benjamin Constant. Et je trouve moi j'ai trouvé ça passionnant. Bon, j'ai été aussi accrochée par la clinique parce que j'ai eu comme analysante une personne qui dont un des ascendants avait dont le père avait perdu sa mère en couche. Voilà. Ça m'a accrochée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là de très 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 particulier. Elle se plaignait, cette patiente, de la froideur affective de son père. Tout à fait en lien avec Benjamin Constant. Voilà. Un homme incapable d'exprimer ses sentiments. Bon. Et c'était pas seulement la plainte de l'hystérique classique. Hein. C'était quelque chose de, en effet, très fort, très, très chargé de ce côté-là. Voilà. Et en effet, c'était évident à un moment donné qu'il y avait, du côté de ce père-là, une culpabilité, je n'ai pas dit le mot, hein, c'est sûr, une culpabilité extraordinaire de la mort, d'avoir provoqué, réellement la mort de la mère. Alors, quand je dis fantasme, bon, évidemment, il y a du réel. L'accouchement, c'est réel, la mère meurt réellement, etc. Mais c'est complexe parce que je pense qu'il y a aussi à voir, c'est d'autant plus complexe que c'est pas seulement qu'un sujet fait mourir sa mère, mais c'est aussi qu'il prive son père de sa femme, en même temps. Donc c'est très complexe ce genre d'événement. Hein. Parce qu'il y a aussi la relation au père qui est prise là-dedans, parce que, en effet, il y a une double culpabilité. Du côté des 2 parents, hein, qui fait presque que le sujet à ce moment-là est orphelin. D'une grande solitude, voilà. Et un manque d'appui certain, parce que c'est vrai que la culpabilité d'être celui qui prive le père de sa femme, c'est plus seulement un fantasme oedipien, ça devient, ça prend consistance, hein, tout d'un coup. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et ce serait comme si, dans le choix des 2 livres, comment dirais-je, Benjamin Constant était un peu, livrotiquement parlant, l'homme qu'elle rechercherait toujours, non? C'est un peu ce que j'ai cru comprendre. Oui, on peut dire ça, ce meurtrier. Voilà, hein, exactement. C'est-à-dire cet assassin, d'ailleurs, elle le traite d'assassin, voilà, qu'elle rechercherait toujours comme préférable, je dirais presque pour elle, préférable à pouvoir affronter l'autre qui se détourne. Hein? Puisqu'il vaut mieux qu'elle soit victime, il vaut mieux que l'autre soit le meurtrier que ce trou insupportable qui est le désir de l'autre qui se détourne, que représente le désir de l'autre qui se détourne, qui à ce moment-là n'est plus du tout lisible, qui devient terriblement énigmatique et terriblement angoissant. Et elle le dit, non mais c'est magnifique parce qu'elle fait dans le décours de cette relation amoureuse, elle fait le lien, elle se remémore, hein, sa mère qui se détourne, elle arrive à dire, je dirais presque que c'est comme un récit de... C'est comme si tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe dans le moment où elle écrit, si elle est toujours en analyse pour analyse, mais c'est comme si tout d'un coup, elle mettait le doigt sur, je dirais, sur ce traumatisme fondamental, sur ce moment traumatique fondamental. C'est pour ça que je dis qu'elle ne s'économise pas, parce qu'elle fait une sacrée remontée... en elle-même. Enfin, elle a ce parcours, elle fait aucune économie là-dedans. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour elle, comme disait Bertrand Leclerc, je pense qu'elle ne lâche pas sa position d'écrivain et que c'est ça qui la tient. Et que du coup, elle a besoin quand même, hein, de mettre, de ne pas s'abandonner. C'est-à-dire de ne pas y aller, de préférer, que ça finisse, hein,
même si ça fait souffrir, mais pour que ça aille là-dedans. Hein. C'est intéressant parce que c'est une matière qu'elle brasse. Voilà. Et elle-même d'ailleurs, vous savez peut-être que dans sa propre vie, hein, comme quoi c'est tout à fait parfois destinal, mais elle a perdu aussi un enfant. Donc sa propre mère a perdu un enfant et elle aussi. Voilà. Donc l'hémorragie de sang à la fin, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec cette perte fondamentale de son enfant.